La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir dans cet écrin l'Atrium pour votre TVR BPGO Business Club où l'économie est décryptée par ceux qui la font. Nous allons durant 26 minutes vous raconter une très belle histoire de naissin d'huître. Il nous vient de Bouin, c'est en Vendée, c'est une passion qui lui est arrivée en 1983. Il va nous décliner son parcours pour être aujourd'hui le leader, l'un des leaders mondiaux des naissins d'huîtres. Avant de l'accueillir, permettez-moi de vous présenter nos trois chroniqueurs. Merci bâtonnier Hélène Lodic-Baron, vous êtes membre du Conseil national des barreaux. Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Et merci à Xavier Migeot, le délégué général du mouvement des entreprises de France 35. Il est avec nous, il va vous parler de quelque chose qui fait intégralement partie de notre économie, de notre terroir. On trouve les huîtres sur l'ensemble du globe. Je vous demande d'accueillir Stéphane Angery, président fondateur de France Naissin. Merci beaucoup Stéphane Angery de venir jusqu'à nous. 1983. C'est une rencontre. Expliquez-nous vraiment ce coup de cœur que vous avez eu pour les huîtres. Alors bonsoir d'abord à toutes et à tous. Oui, alors donc 1983. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour résumer, je sortais de l'école, d'un BEP comptable. J'ai fait un BEP comptable. Ensuite, c'était l'époque, on peut s'en souvenir, enfin je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était les années chômage pour les jeunes, 1983. Il y avait beaucoup de chômage pour les jeunes, on avait du mal à trouver du travail. Donc j'ai fait plein de petits boulots et j'ai même été vendeur d'aspirateurs. J'ai été vendeur d'aspirateurs. Ensuite, j'ai même été passer le concours de contrôleur des impôts. Oh, j'ai échoué juste à la fin, au dernier moment. Mince. Donc, en fin de compte, c'est pas moi qui allait contrôler les feuilles d'impôts. Par contre, aujourd'hui, c'est moi qui me fais contrôler. Bon, bah, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ostréiculteur. Donc, je cherchais du travail. Et qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Et en fin de compte, je me suis très plu. Et donc, je me suis très investi dans ce métier-là pour ensuite prendre de plus en plus de responsabilités dans cette entreprise. Et ensuite, m'associer avec son fils pour travailler dans le métier de l'ostréiculture, mais à l'époque, on était ostréiculteurs. C'est-à-dire qu'on produisait des huîtres pour aller les vendre aux consommateurs via la GMS, via la vente directe, etc. Alors qu'aujourd'hui, vous avez une très solide expérience en écloserie et en nurserie d'huîtres. En 2004, vous avez vraiment rebondi avec France Naissin. Aujourd'hui, c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. 120 personnes au niveau de votre entreprise, et puis des valeurs, on en parlera en filigrane. Vous avez vraiment de très belles valeurs humaines, l'exigence du client avec un respect total de l'environnement. C'est un peu France Naissin, tout ça? Oui, tout à fait. Ce sont les valeurs de France Naissin. Alors, je veux juste dire qu'avant les années 2000, avant 2004, il y a eu tout un parcours quand même
qui nous a amenés à ces années-là. Donc, effectivement, pendant une dizaine d'années, il a fallu croire en ce produit-là. Il a fallu le montrer aux ostréiculteurs. Et le chemin faisant, ils y ont cru, eux aussi. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on a énormément développé la production de naissains d'huîtres pour créer, en 2004, effectivement, France Naissain. Maurice Bourrigaud. Oui, alors, nous, on le sait, vous êtes dans le top 5 mondial. C'est extraordinaire. Quel est le déclic? Qui est-ce qui vous inspire, vous, Stéphane Angery, à Bouin? Qu'est-ce qui vous inspire pour aspirer justement à cette ambition d'être le producteur? Alors, au départ, ça n'a pas été une volonté hein, d'être le meilleur, le premier, le leader. En fin de compte, ça a été une question je pense, de volonté, d'envie, de vision et d'ambition, quand même. Mais pas d'ambition dans un premier temps pour être leader, avoir de l'ambition pour réussir. Parce que je pense que c'est important qu'en tant que chef d'entreprise, on est obligé d'avoir de l'ambition. C'est indispensable. Et de fil en aiguille, eh bien, j'y ai cru plus que tout le monde. On a fait les investissements nécessaires pour produire plus que tout le monde et mieux que tout le monde, et du coup devenir leader naturellement, leader mondial de naissains d'huîtres. Maître Hélène Lodic-Baron. De naissains d'huîtres sur l'huître creuse. Vous êtes passé effectivement de la structure de GAEC à une entreprise commerciale, à une société commerciale en 2004, et vous venez nous expliquer un petit peu quelle est la recette, mais vous êtes allé également plus loin dans la recherche, et notamment, alors elle fait effectivement débat, cette huître génétiquement modifiée, vous l'indiquez, Noël en été. On peut aujourd'hui manger, grâce à vous et grâce à vos recherches, les huîtres toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt? Parce qu'on se dit souvent, modifier génétiquement une espèce, ça fait débat, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait même des intérêts écologiques sur ce projet de modification d'huîtres. Alors, effectivement, l'huître triploïde, alors d'abord, c'est pas un OGM. Faut bien être clair d'entrée avec tout le monde. Un OGM, c'est quand on touche à la carte génétique de l'animal. En général, on amène un nouveau gène dans la carte génétique de l'animal. Là, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. C'est là, on parle de ploïdie et de chromosomes. En fin de compte, on joue sur les chromosomes de l'animal. En fin de compte, je vais essayer de résumer assez rapidement. En fin de compte, vous avez un animal qui est un diploïde, donc une huître diploïde. Vous avez un animal qui est tétraploïde, donc qui a 4 paires de chromosomes, et la diploïde qui a 2 paires de chromosomes. Vous les croisez ensemble, donc 4 plus 2, 6, et au moment de la division cellulaire, 3. Vous arrivez à 3. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il faut savoir d'abord que dans beaucoup d'espèces, la triploïdie ou le changement de ploïdie arrive naturellement. Donc là, effectivement, là, on aide au changement. Xavier Migeot. Alors, ISO 9001, agriculture biologique, aquaculture responsable, tout ça, ce sont des combats et des chemins que vous avez. Qu'en était-il de la filière lorsque vous avez créé France Naissain, et justement, comment ce chemin s'est parcouru? En fin de compte, on a toujours eu... moi, mon obsession, c'était de faire des produits de qualité. C'était indispensable pour moi de livrer à nos clients ostréiculteurs du naissin de qualité. Et en fin de compte, les process chez nous allaient vers de l'ISO 9001, sauf que ce n'était pas factuel. Et en fin de compte, on a voulu justement obtenir cette labellisation, mais beaucoup de choses étaient déjà en place pour l'obtenir.
Et en fin de compte, ça n'a pas été un effort, à vrai dire, considérable. C'était quelque chose de naturel chez nous, dans nos équipes. Et voilà. Donc, ça a été la même chose pour le bio. Le bio, effectivement, on sait très bien que nos animaux, ils vivent dans la mer, ils vivent dans la nature, et que cette nature et que cette mer, cet estran, eh bien évidemment, faut le protéger, faut y faire attention. Et pour nous, ça paraissait naturel de faire du bio. Donc, voilà, c'est plus une philosophie, un état d'esprit. Stéphane Angery, une question. On va essayer d'être très didactique et faire de la pédagogie. Le naissain, quelle taille lorsque vous commencez à le travailler et durant combien de temps va-t-il rester chez vous avant d'aller partout? Parce que là, on retrouve vos huîtres sur tous les territoires. Alors, écoutez... L'huître creuse. L'huître creuse, hein, on parle bien de l'huître creuse, parce que c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Alors, en fin de compte, ça part d'un mâle et d'une femelle. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu le processus. D'un mâle et d'une femelle, donc le mâle, il va produire des spermatozoïdes, la femelle va produire des ovules. Le spermatozoïde va aller féconder l'ovule. De cette fécondation, on va obtenir une larve d'huître. Cette larve d'huître va vivre pendant environ 3 semaines. Et après, la biologie de l'espèce veut que cette larve d'huître se métamorphose. Donc, elle va se métamorphoser sur un support. Quand vous allez pêcher quelques huîtres sur l'estran et que vous voyez une huître collée sur un rocher, et en fin de compte, c'est une larve d'huître qui est venue se fixer sur ce support, le rocher. Donc, nous, on a d'autres supports. C'est de la coquille d'huître qui est broyée très, 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 très finement jusqu'à obtenir des particules de la taille de la larve, c'est-à-dire 300 microns. Donc, la larve vient se fixer sur cette particule d'huître. Et ensuite, elle se métamorphose pour devenir un micro-naissin qui fait environ 400 microns. Donc, à partir de là, eh bien, on va élever ce micro-naissin dans des nurseries pour aller jusqu'à une taille d'environ 1 cm. Ça va durer quelques mois. Et ensuite, eh bien, c'est vendu aux ostréiculteurs, un peu partout dans le monde. Maurice. J'ai eu le privilège de venir vous voir. Vous êtes dans un polder à côté d'éoliennes, avec Life qui s'installe pour produire de l'hydrogène vert. Et de cet endroit, vous allez irriguer 20 pays dans le monde. Stéphane l'évoque. Et pourtant, l'huître, elle n'a pas le même goût dans le bassin du Morbihan, à Granville et à Utah Beach. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout à fait. Alors, quelle que soit la provenance du naissin, que le naissin vienne de chez nous, en Vendée, ou qu'il vienne d'Arcachon, ou qu'il vienne de Charente-Maritime... Il vient de chez vous. Il vient de chez vous d'abord. Oui, principalement, bien sûr. Mais il peut venir aussi d'ailleurs, malgré tout. Eh bien, en fin de compte, c'est l'endroit où ce naissin va être élevé, ce qu'on peut appeler le merroir, plus le travail à façon de l'ostréiculteur qui va faire la forme et le goût de l'huître. Donc, des merroirs, oui, effectivement, vous en avez en Méditerranée, vous en avez en Normandie, vous en avez en Bretagne, vous en avez en Vendée, vous en avez sur tout le littoral atlantique. Et donc, du coup, ce qui nous amène à avoir plusieurs goûts et qualités d'huîtres, un peu comme le vin. Hélène. Vous avez été confronté également à un certain nombre de défis, comme toutes les entreprises françaises, et on peut revenir notamment sur l'année 2020, qui avait mal commencé avec ce norovirus qui avait affecté les huîtres, et puis ensuite il y a eu cette crise sanitaire, moins 13% sur votre chiffre d'affaires sur cette année-là. En même temps, vous prenez ce virage, puisque vous êtes labellisé ASC, donc on l'a dit tout à l'heure, aquaculture éco-responsable. Comment est-ce qu'on se positionne à ce moment-là? Parce que vous êtes à la fois en train de subir des épreuves, de relever des défis. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Alors, quand est arrivé effectivement le Covid et le premier confinement, pendant quelques jours, on aurait pu penser que tout s'arrêterait, effectivement.
Donc on était un petit peu sonné parce que on n'avait plus le droit de vendre quoi que ce soit. Et il s'est avéré que, évidemment, on devenait, entre guillemets, une production essentielle. Donc là, effectivement, ça nous a redonné un petit peu d'espoir. Et donc, on a continué à produire à partir de là. Alors, bien entendu, on a continué à produire parce qu'on avait déjà des huîtres du Nessin qui étaient déjà en place dans nos installations, dans nos outils de production. Mais l'arraisonnement du Covid vis-à-vis de nos clients a été tel que eux aussi étaient sonnés et ils voyaient un avenir un peu sombre, et ce qui fait que les commandes se sont effondrées du jour au lendemain. Fort heureusement, cette période un peu délicate n'a duré que quelques semaines, puisque ensuite nos clients ont pu retourner vendre leurs huîtres, et fort heureusement, ça a été un produit qui a été sollicité pendant le Covid. Et du coup, tout est reparti naturellement. Les commandes sont reparties parce que les clients recommandaient, etc., parce que les clients vendaient. Et donc, tout est redevenu à peu près à la normale. Ça a été une année quand même, malgré tout, compliquée. Mais comme je disais à mes salariés à ce moment-là, parce qu'on faisait des réunions toutes les semaines pour les tenir informés de la situation, qu'une crise, elle a un début, mais elle a toujours une fin. Et que l'entreprise était suffisamment solide pour passer le cap et qu'il fallait continuer à avoir devant. Ce qu'on a fait. Ce qui, heureusement, a été effectué. Xavier, nouvelle question à Stéphane Angery. J'ai découvert en arrivant en Bretagne les huîtres plates, que je ne connaissais pas. Vous êtes l'un des leaders des huîtres creuses. Est-ce que c'est complexe de travailler sur des huîtres plates, sur des naissins d'huîtres plates? Est-ce que c'est un projet que vous avez, ou est-ce que le marché est déjà bien occupé? Alors en fin de compte, oui, enfin, plusieurs choses. La reproduction de l'huître plate est compliquée. Effectivement, c'est quelque chose... On a déjà travaillé sur l'huître plate il y a une vingtaine d'années avec l'Ifremer. Mais pour arriver à des productions assez peu importantes. C'est ainsi. Mais en même temps, le marché de l'huître plate aujourd'hui est trop peu important pour, entre guillemets, avoir un intérêt économique. Donc, si ça avait été le cas, sans doute qu'on se serait préoccupé un peu plus scientifiquement parlant de l'espèce. Mais compte tenu du marché, on savait très bien que si on réussissait à maîtriser la reproduction, on allait très très vite occuper le marché de façon trop importante. Et au final, le marché économiquement parlant n'aurait pas été intéressant. Il nous reste 7 minutes, on va y aller avec des questions et des réponses rapides. Si je vous dis aussi que vous avez une autre obsession, celle de pérenniser votre filière pour la transmettre aux générations futures. Oui, tout à fait. C'est dans votre ADN. Oui, parce que notre leitmotiv aujourd'hui, c'est qu'on a envie que l'ostréiculture traverse le temps et que les générations futures puissent continuer à déguster des huîtres élevées par des ostréiculteurs avec passion. Donc ça, c'est notre ambition aujourd'hui. Donc avec 3 axes forts dans notre entreprise à l'heure actuelle, qui est donc la pérennité de la filière, au travers de pouvoir continuer à produire du naissin et alimenter les cycles de production de tous les ostréiculteurs qui le souhaiteront. Également, transmettre notre savoir, notre métier aux futures générations. Et un 3e axe, évidemment, qui a bien entendu son importance, c'est la préservation de l'environnement.
puisque, comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec la nature et on se doit de la protéger. Maurice. Faites-nous rêver. C'est quoi les qualités de l'huître? J'ai lu que Casanova, etc. C'est quoi les qualités de l'huître, du produit? Alors c'est vrai, effectivement, c'est sans doute pas un mythe, hein. Non, Casanova mangeait énormément d'huîtres, il en avait besoin. Les huîtres, je disais donc, c'est un aliment que vous pouvez manger à n'importe quel moment, toute l'année. C'est plein d'oligo-éléments, c'est plein de zinc, c'est plein de iode. Et vous pouvez manger autant que vous en voulez, autant que vous pouvez, ça ne vous fera jamais de mal. Hélène. On parlait justement de votre activité à l'international et on se dit, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour exporter? On se dit l'huître, c'est quelque chose de particulièrement frais comme produit. Comment est-ce qu'on fait pour l'exporter à l'autre bout du monde? Tout simplement. En fin de compte, c'est du naissin qui va être transporté à sec dans une boîte polystyrène. Comme on transporte le poisson, par exemple. Et en fin de compte, vous pouvez l'envoyer sur tout le globe, environ pendant 3 à 4 jours. Vous pouvez la laisser à sec dans cette boîte. Et en fin de compte, elle va se remettre. Vous allez pouvoir la remettre à l'eau naturellement. Bien sûr, il faut qu'elle soit transportée à température dirigée, donc à une température fraîche, environ de 5 degrés, ce qui va permettre aux 2 valves de se rétracter, de freiner son métabolisme, de le ralentir, pour ensuite libérer le naissin en température ambiante. La valve va se décompresser tranquillement, vous allez pouvoir la remettre à l'eau, et à ce moment-là, elle va filtrer l'eau de mer et elle va repartir naturellement. Xavier. On va passer du frais au chaud. On sait que le réchauffement précoce des eaux de l'océan et de la mer entraîne une surmortalité des huîtres. Est-ce que vous, dans la phase de production des naissins, ça a une incidence, notamment en recherche et développement? Comment ça se passe et comment vous le travaillez? Alors effectivement, on a un service R&D qui travaille sur la résistance de l'huître. Oui, effectivement, malheureusement, le changement climatique nous aide pas. Le changement climatique aide certainement certaines bactéries, certains virus à trouver un terrain favorable pour se développer. Et donc nous, parallèlement à ça, on travaille sur de la sélection pour trouver des souches d'huîtres qui résistent à ces maladies. Voilà, on sait que dans la nature, il existe de tout, donc notamment des huîtres qui ont des caractères de résistance à ces maladies. Il faut aller les chercher, il faut aller les trouver, et c'est notre travail au quotidien. Et c'est pour ça que nous travaillons sur la sélection toute l'année pour trouver des solutions à la résistance de nos naissins d'huîtres. Une dernière question d'actualité en 45 secondes. Il en faudrait tellement pour parler de ce conflit et cette invasion en Ukraine. On pense énormément au peuple ukrainien. Ça veut dire que pour une entreprise comme la vôtre, il y a des incidences à ne plus travailler avec la Russie qui mange beaucoup d'huîtres. Alors effectivement, donc nous travaillons avec la Russie, nous travaillons avec l'Ukraine. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, nous avons décidé, à l'heure actuelle, d'arrêter évidemment l'exportation. Nous avons eu des contacts d'ici il y a quelques jours, en fin de compte, avec des clients russes qui souhaitaient évidemment rentrer de la marchandise parce que justement le rouble s'effondrait. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat au CODIR, en comité de direction chez nous, sur le choix de faire ou de ne pas faire. Alors, il y a le côté économique, il y a le côté éthique et déontologique. Mais de toute manière, ça a coupé assez court dans la mesure où, logistiquement parlant, il n'était plus possible d'envoyer des huîtres là-bas.
On va vous remercier grandement. Merci à Hélène, Maurice et Xavier. Je crois qu'on peut vous applaudir. Stéphane Angery, président fondateur de France Naissain. Merci d'avoir participé à ce TVR BPGO Business Club. Rendez-vous la semaine prochaine. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.